Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a présidé ce matin la cérémonie de la rentrée solennelle du barreau du Burkina Faso, une cérémonie émaillée par plusieurs allocutions. Le bâtonnier de Lyon, Laurence Juno Faguetta, au cours de son intervention, a rappelé l'importance du jumelage qui s'est créé entre le barreau du Burkina Faso et celui de Lyon, un fusionnement qui se veut très bénéfique pour les avocats des deux parties. À sa suite, le bâtonnier du Burkina Faso, Mamadou Sawadogo. Il s'est agi pour lui de rappeler le rôle du barreau. Le rôle du barreau est de contribuer, en amont comme en aval, au départ de la définition de même de la loi, à accompagner le pays, les citoyens, depuis la définition de la loi jusqu'à son exécution, de façon à ce que l'ensemble des droits des citoyens soient toujours respectés. C'est seulement comme ça que le barreau accomplit son service public de la justice. C'est ainsi qu'il participe à une société plus juste, plus humaine, plus démocratique. S'en est suivi la phase des exercices d'éloquence, la liberté comme étant la première des priorités, où la problématique de la liberté des avocats égyptiens sont les deux sujets ayant fait l'objet de cette phase, à la suite de laquelle le discours d'ouverture. La présente rentrée du barreau placée sous le thème « Les libertés dans les politiques de sécurité » interpelle les différents acteurs sur la nécessité d'une réappropriation de leur mission de protection et de promotion des droits fondamentaux qu'on sont, entre autres, la liberté et la sécurité. Elle témoigne aussi de l'intérêt que porte l'ensemble des acteurs au renforcement et à l'ancrage des valeurs républicaines au Burkina Faso. Ces efforts du barreau participent de la dynamique engagée dans notre pays depuis quelques années pour rendre la justice apte à relever les défis cruciaux de sécurité juridique et judiciaire des personnes et des biens dans un environnement de plus en plus complexe. En effet, en décidant de tenir votre rentrée sur le thème des libertés dans les politiques publiques de sécurité, vous touchez à une problématique à la fois des plus anciennes et des plus actuelles. Ancienne parce que depuis toujours, la liberté et la sécurité constituent deux droits fondamentaux qui ont été présentés à la fois comme incompatibles ou inconciliables, du moins en partie. Actuellement, en raison de notre contexte marqué, entre autres, par la recrudescence des infractions violentes, la criminalité transfrontalière et le crime organisé, ces phénomènes matérialisés par le terrorisme font planer permanemment sur nos populations la peur et des risques élevés, ainsi que la remise en cause du droit à la sécurité. Toute la question est alors celle de savoir comment l'État, dont la mission est de garantir la liberté et la sécurité, s'organise pour relever ce défi. Plus encore, l'avocat qui participe au comité du juge à l'élaboration de la jurisprudence et à assurer la protection et la promotion de ses droits est un acteur de choix. Se pencher tout particulièrement sur son rôle dans un tel contexte est donc assurément une œuvre utile. Les libertés dans les politiques publiques de sécurité, rôle de l'avocat, c'est le thème choisi par le barreau du Burkina Faso pour cette séance de travail. 3 jours durant, les avocats nationaux et leurs confrères venus de plusieurs autres pays se partageront des expériences qui leur permettront de mener à bien leur mission première, soit la défense du citoyen.
La mise en œuvre des conclusions de la première session de la coopération Sud-Sud entre la République de Guinée et le Burkina Faso n'a pas vu jour. Sans désespérer, les experts des deux pays se sont réunis à Ouagadougou du 24 au 25 avril pour renouer cette coopération gagnante-gagnante. Les échanges ont porté sur diverses questions, dont des questions politiques, des questions judiciaires, sécuritaires, de défense, économiques, pour ne citer que ceci. À l'issue des travaux, les deux parties se sont accordées sur 10 points et se sont engagées à les appliquer. Ainsi, au plan bilatéral, les deux parties ont convenu de renforcer leur concertation bilatérale afin de promouvoir une coopération sous-régionale efficace susceptible de garantir la paix, la sécurité et le développement dans la sous-région. S'agissant de la coopération économique et commerciale, les deux parties se sont engagées à dynamiser davantage leurs échanges commerciaux et à encourager les opérateurs économiques à promouvoir leurs relations d'affaires. Concernant la question des transports maritimes, routiers, ferroviaires, les parties ont convenu de promouvoir le projet de transport multimodal pour le désenclavement du Mali, du Burkina Faso et du Niger par la Guinée à travers la construction d'infrastructures dans les domaines des transports maritimes, ferroviaires, routiers sur la ligne Conakry, Bamako, Ouagadougou, Niamey. Dans les domaines de la santé, de l'eau et de la préservation de l'environnement et des changements climatiques, les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération. Les deux parties ont par ailleurs noté avec grande satisfaction la qualité de leur coopération dans les domaines de la culture, du social, des sports et loisirs, de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du tourisme, de l'emploi, de la sécurité sociale, de la jeunesse et de la promotion de la femme. En tout, 10 accords ont été approuvés et signés par les chefs des délégations des deux parties et ont convenu de tenir la 3e session de la Grande Commission mixte de coopération entre la République de Guinée et le Burkina Faso en 2019 à Conakry. La CODER, nous pensons qu'ils sont allés un peu de travers. La voie qu'ils ont tracée est un peu une voie tortueuse. Et nous ne savons pas dire le rôle, nous ne savons pas lire le rôle que doit jouer le peuple, mais aussi ceux qui sont aujourd'hui les victimes. Quel est le point central? On aurait voulu par exemple qu'ils aient fait une réunion globale où ils se sont entretenus avec l'association des victimes, qu'ils aient compris la façon dont les gens ont souffert et qu'à partir de là-bas maintenant ils élaborent un processus beaucoup plus clair et les gens comprennent. Mais là vous voyez, c'est les institutions. Allez voir le président qui est élu, allez voir le président de l'Assemblée qui lui aussi est élu, allez voir le Premier ministre. Ouais, c'est une réconciliation entre institutions politiques. Nous avons peur que la réconciliation là ne régale les politiciens. Non, nous voulons une réconciliation qui met au centre le peuple et le peuple va être le crédit, le credo, le vecteur de cette réconciliation nationale. Le genre de réconciliation que prône la CODER laisse à désirer. C'est ce que l'un des partis de la majorité présidentielle s'est évertué à expliquer à la presse ce matin. Selon Vincent Dabilgou, président du Nouveau Temps pour la démocratie, la succession des actions dispersées que mènent les partis de l'opposition politique viserait d'une manière ou d'une autre à nuire et à nier les acquis engagés par le pouvoir en place en moins de 2 ans de gestion. Il y a un meeting qui a été convoqué par l'opposition et nous voulons donner une lecture de la façon dont nous comprenons donc ce meeting-là. Et nous avons expliqué que de notre point de vue, c'était un meeting qui n'avait pas vraiment de sens, si ce n'est que pour donner un certain divertissement au peuple. Parce que nous avions dit qu'il y a eu un débat sur l'état de la nation au niveau de l'Assemblée nationale où on est censé comprendre, en tout cas pour l'année, l'ensemble des efforts qui ont été faits par le gouvernement dans la mise en œuvre du programme du président Roch Marc Christian Kaboré. Et nous avons rappelé que ce travail qui a été fait au niveau de l'Assemblée, nous avons vu l'ensemble des groupes parlementaires qui ont posé des questions difficiles. Mais le Premier ministre a pu donner et rassurer que le Burkina Faso est en marche.
Et nous n'en voulons pour peu que donc, le fait qu'il ait annoncé officiellement que le taux de croissance du PIB est de 6%. Nous avons été satisfaits aussi, nous, de la mise en œuvre donc, de tous les projets dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'emploi des jeunes, dans le domaine de la mise en œuvre du PNDS en particulier, où nous avons compris que l'adhésion des partenaires au développement pour notre PNDS est réelle et que les projets sont en train de se mettre en place. Donc pour nous, à un moment donné où nous sommes attaqués de toutes parts par des terroristes, nous devions nous mobiliser pour continuer à travailler, mais surtout mobiliser pour sauvegarder notre intégrité territoriale. Le NTD pense que le meeting prochain des partis de l'opposition n'a pas sa raison d'être. Les membres de ce parti de la mouvance présidentielle ont donc saisi l'occasion pour lancer un appel à l'ensemble des opposants à se positionner, non pas comme des adversaires, mais comme des adhérents de la véritable force démocratique, afin de faire des propositions constructives en cette période où la menace terroriste pèse sur la nation. Il s'est ouvert ce matin dans la salle de conférence de la mairie centrale de Ouagadougou un atelier national de validation des travaux du deuxième rapport périodique quadriennal du Burkina Faso sur la convention de 2005 de l'UNESCO relative à la protection et à la promotion de la diversité et des expressions culturelles. Bon, ce qu'il faut retenir ici, à notre avis, c'est qu'au niveau de l'UNESCO, il y a un rapport quadriennal qu'il faut élaborer par chaque partie, c'est-à-dire par chaque pays membre qui a signé. Et aujourd'hui, on est en train effectivement de soumettre ce rapport parce qu'il y a un délai pour soumettre ce rapport à l'UNESCO. Et le délai, c'est la fin de ce mois, le 30 avril. Donc nous sommes le 25 aujourd'hui. C'est un travail qu'il faut pouvoir terminer pour qu'il soit soumis. Alors, ce rapport relève un certain nombre d'avancées qui sont très appréciables par rapport à la position du Burkina au regard de ce que font les autres pays. Mais nous avons quand même relevé les aspects sur lesquels le Burkina a un certain nombre d'efforts à faire et ça va être expliqué beaucoup plus clairement au cours de cet atelier qui va revenir sur ces points. Et nous sommes très honorés, très contents de savoir que le ministre de la Culture lui-même est présent et qu'il a pris des engagements pour qu'effectivement le Burkina mette en œuvre les activités qui ont été retenues et relevées dans le rapport. Des discours, la présentation des résultats des travaux de l'équipe nationale et des commentaires des experts ont été les temps forts de la cérémonie d'ouverture de cet atelier. Un rapport que les experts apprécient. Ce que nous pouvons saluer de ce rapport périodique, c'est la méthode de travail totalement inclusive et participative des différentes parties prenantes, que ce soit des acteurs de la société civile, de différents ministères, des collectivités locales, parce qu'un des objectifs principaux de la Convention, c'est de promouvoir une gouvernance de la culture inclusive qui tienne compte d'une diversité de problématiques, d'acteurs, de groupes sociaux, d'individus. Les questions de genre, de jeunesse, qui sont des préoccupations majeures de nos sociétés aujourd'hui partout dans le monde, y compris au niveau de l'accès à la culture, pour lequel, par exemple, aujourd'hui, le numérique représente un défi majeur qui peut être un des leviers à venir identifiés dans les solutions et dans les recommandations pour les gouvernements du Burkina avec les acteurs culturels burkinabés. Le Burkina Faso fait partie des 12 pays bénéficiaires du projet SIDA mis en œuvre par l'UNESCO, projet à travers lequel la SUER soutient les processus d'élaboration des rapports périodiques quadriennaux des États bénéficiaires. Par le renforcement des capacités des acteurs nationaux chargés de la production de ces rapports, notamment par la mise à la disposition des experts internationaux de la Convention et par un accompagnement financier de l'ordre de $20,000 USA. Oui, tout à fait. Il y a une convergence de vision et les différents éléments de la Convention de 2005 ont été intégrés dans la politique nationale de la culture adoptée en 2009 et c'est tout ça qui est mis en œuvre depuis plusieurs années. Vous savez que la Convention 2005 est un référentiel incontournable
dans la promotion de la diversité culturelle et à travers le rapport qui a été proposé, je pense que nous allons nous engager résolument à sa mise en œuvre et cela va concourir à développer l'économie de la culture et à permettre à ce secteur très important de contribuer activement au développement du Burkina Faso. Il y a un certain nombre d'activités qui sont envisagées et vous convenez avec moi que pour la mise en œuvre des activités, il faut des moyens. Le mécanisme principal de financement qui est en cours de mise en œuvre, c'est le Fonds de développement culturel et touristique. Nous allons faire en sorte que ce fonds soit suffisamment doté pour nous permettre de mettre en œuvre toutes les activités qui vont concourir à développer l'économie de la culture et à engranger des résultats certains pour le développement national. Les résultats des travaux sont attendus à l'UNESCO au plus tard le 30 avril 2017. La deuxième édition de la Semaine des énergies et énergies renouvelables d'Afrique (CERAP) se tiendra du 2 au 7 mai prochain à Ouagadougou sous le thème « Promotion du mix énergétique et de l'efficacité énergétique pour un accès durable à l'énergie pour tous ». À cet effet, une conférence de presse est tenue ce mardi. Il s'est agi pour les organisateurs de dépeindre les grandes lignes de cet événement. Au cours de cette semaine, il y aura d'abord les 2 et 3 à la salle de banquet de Ouaga 2000, des conférences et expositions. Donc le public est invité à participer massivement. Et à partir du jeudi 4, nous serons au niveau du Salon international du Chao. Nous serons au niveau du Chao où nous allons en tout cas continuer là-bas avec des expositions également et des conférences. Nous avons tenu à ce que ça soit sur des sites parce que nous savons que le grand public viennent généralement au Chiao, voilà, c'est pourquoi que nous avons voulu. Mais maintenant, comme c'est un événement d'envergure internationale, nous avons préféré faire l'ouverture à Ouaga 2000. Comme avantage, c'est que d'abord, ça permet aux Burkinabés de connaître les équipements à haute performance énergétique. Donc, vous avez les lampes à LED, vous avez des réfrigérateurs efficaces, vous avez également les plaques solaires de qualité. Vous pouvez avoir, actuellement, vous avez des plaques solaires sur le marché. On va vous dire que c'est 250 watts crête. Si vous mesurez, vous allez trouver 200 watts crête. Donc, vous avez des entreprises qui vont faire des expositions avec donc, des équipements de qualité. Pour cet acte 2 de la CERAP, les portes seront ouvertes au grand public burkinabé et de l'étranger. En outre, le comité d'organisation a annoncé le Maroc comme pays invité d'honneur. Comme innovation, nous devrons donc recevoir le Maroc comme pays invité d'honneur. Ça, c'est le premier point. L'autre innovation, c'est que nous avons des participants qui nous viennent aussi bien donc, de l'intérieur du pays que de l'extérieur du pays. Et cela est vraiment inédit. Les activités donc, prévues au cours donc, de cette semaine, c'est la grande cérémonie d'ouverture qui sera présidée par son Excellence Monsieur le Premier ministre. Il est également prévu des conférences et une très grande exposition qui aura lieu sur le site d'Issiao. Également, il est prévu des journées scientifiques qui doivent donc se tenir à l'université, comme je l'avais dit tantôt, et une soirée donc de clôture au cours de laquelle nous allons donc décerner des acteurs, en tout cas les plus méritants, en matière justement donc de promotion des énergies renouvelables. La Semaine des énergies et énergies renouvelables d'Afrique pour cette édition s'inscrit en droite ligne avec le volet du Plan national de développement économique et social qui vise à faire du secteur de l'énergie un des piliers de développement socio-économique du Burkina Faso. On note que la première édition a été satisfaisante à hauteur de 90%.
L'Union des jeunes entrepreneurs du Burkina Faso a tenu ce mercredi 26 avril une conférence de presse. Au menu, informer l'opinion publique de la tenue prochaine de leur rencontre de concertation et d'échange avec le gouvernement et donner leur lecture de la situation nationale au plan socio-économique. Selon le président de l'UGEB, outre quelques acquis engrangés, des efforts restent encore à faire. Bon, nous attendons vraiment du gouvernement parce que quand on parle de jeunes entrepreneurs, il y a beaucoup de difficultés sur le terrain. C'est comme on l'a dit, nous reconnaissons déjà les efforts qui sont déjà en train de faire, mais nous voulons que, en tout cas, ça soit qu'il redouble d'efforts dans ce sens-là. Voilà, que au niveau des jeunes entrepreneurs, aujourd'hui, avec le Premier ministre, nous a mis en place 5 milliards pour les jeunes et les femmes, pour les accompagner dans leurs activités économiques. Donc, au niveau des jeunes entrepreneurs également, nous voulons que la mise en place du fonds soit concrétisée et matérialisée. Nous avons subi des dommages justement par rapport aux grèves à répétition. Et je vous dis jusqu'à présent, ça continue. Et vraiment, c'est dans ce sens-là nous voulons appeler les uns les autres vraiment à plus de responsabilités. Les conclusions de la première rencontre qui a eu lieu entre les deux parties étaient de revoir les modalités permettant d'octroyer des crédits aux jeunes entrepreneurs. Cependant, à en croire les responsables de l'organisation, rien n'est encore fait. Un entrepreneur, c'est quelqu'un, tous les jours que Dieu fait, il a une idée dans sa tête, il veut toujours faire quelque chose. Mais par manque de moyens, souvent, ils sont obligés de s'asseoir. Donc, la conclusion, c'était les crédits. Ils avaient difficilement accès au crédit parce que les banques que nous avons ici sont des banques commerciales. On n'a pas de banque d'investissement réelle. Et il faut se dire la vérité, les banquiers, l'homme a son ego. Souvent, vous approchez quelqu'un au niveau d'une banque, mais son ego est plus fort. Donc, il a certaines réactions même qui vous repoussent. On ne met pas la profession devant. C'est son ego souvent. Mais ça, on peut comprendre. Ça, c'est tout humain peut agir comme ça. Donc, ils ont difficilement accès au crédit. C'est pourquoi la seconde édition que nous organisons bientôt va avoir ce thème-là, la faible solvabilité des jeunes entrepreneurs face à la restriction des crédits bancaires. Nous allons échanger là-dessus. Nous allons faire un certain nombre de propositions au gouvernement pour que le gouvernement puisse intervenir, nous servir d'interface en quelque sorte. Et puis aussi, avoir un fonds pour pouvoir, un fonds de garantie pour pouvoir accompagner les jeunes entrepreneurs, que ce soit au niveau des structures ou comment ça va être organisé, ça peut se discuter au fur et à mesure. Mais l'objectif de la première rencontre a été atteint. Nous avons eu la participation de plus de 350 jeunes entrepreneurs. La deuxième rencontre de concertation et d'échange entre le gouvernement et l'Union des jeunes entrepreneurs du Burkina aura pour thème la faible solvabilité des jeunes entrepreneurs et la restriction des crédits bancaires. Les deux parties auront donc à échanger sur la mise à disposition effective de crédits afin d'encourager l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes au Burkina Faso. Dix ans d'évangélisation dans la commune de Poa, région du Nazino. Le peuple de Dieu a marqué une halte ce dimanche pour dire merci au Seigneur pour son assistance au cours de cette décennie. Un culte d'action de grâce émaillé par des prestations de chorale d'artistes, le tout couronné par des acclamations, des pas de danse et des cris de joie. 2000 âmes conquis à Christ et pour le secrétaire général du Conseil général des Assemblées de Dieu, c'est un chiffre à saluer. En outre, il appelle les autres régions que compte le Burkina Faso à emboîter le pas. En entendant ce chiffre, j'ai
des sentiments de joie et surtout de reconnaître que Dieu est avec nous. C'est le cœur de Dieu d'avoir des campagnes d'évangélisation, mais aussi, surtout, des campagnes d'évangélisation qui portent des fruits, comme nous venons d'entendre. Je suis animé d'une joie immense. L'Église nationale encourage les organisateurs à poursuivre cet effort, et aussi je fais appel à d'autres frères et d'autres sœurs d'emboîter le même pas pour que le Burkina soit gagné à Christ. L'orateur principal de cette édition fut l'homme de Dieu Jérémie Nagalo, pasteur principal de l'Église des Assemblées de Dieu de Dimokro en Côte d'Ivoire. Il a au cours de son dernier message rappelé les grands points de l'action de grâce rendue au Seigneur. Selon lui, c'est la grâce abondante de Dieu qui fait appel à l'action de grâce. L'action de grâce, j'ai pris le temps d'abord de faire la différence entre la grâce de Dieu et les actions de grâce. La grâce de Dieu, c'est ce dont il méritait, que Dieu nous donne ou nous accorde, les faveurs qu'il nous accorde alors que nous ne les méritons pas. L'action de grâce, c'est l'élan du cœur de l'homme qui exprime sa reconnaissance envers le Seigneur pour les grâces qu'il leur a accordées. Donc, nous avons défini ainsi l'action de grâce et la grâce de Dieu. Ensuite, nous avons parlé de la raison pour laquelle nous devons rendre grâce à Dieu, parce que Dieu nous a fait du bien en tout temps et en toutes circonstances. Nous avons aussi parlé de la manière dont il faut rendre la grâce à Dieu, ces actions de grâce dont il est question. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu quand même conquérir notre auditoire. En tant qu'orateur principal, j'ai été très heureux d'avoir été associé à cette entreprise d'une importance capitale. Surtout que cela reflète 10 ans d'activité et qui se couronne en fait par cette rencontre. Je l'ai apprécié de tout cœur. Aussi, j'ai apporté ma modeste contribution et que Dieu seul saura apprécier. 10 ans d'évangélisation, le comité d'organisation reconnaît la main agissante du Dieu fidèle. Ainsi, le bilan est satisfaisant, ce qui permet de faire des projections pour la prochaine décennie. Nous pouvons dire grandement merci au Seigneur pour ce qu'il a fait. Et dans la parole de Dieu, il est dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et je crois que cette 10e édition lui a manifesté encore sa présence et au cours de cette campagne d'évangélisation. Et nous pouvons dire que c'est un bilan largement positif. Parce que même si nous n'avons pas eu une seule personne même qui s'est convertie, nous pouvons dire que c'est un succès. Parce que la parole de Dieu, quand elle sort, elle ne revient jamais sans effet. Et là, pour ceux qui ont suivi, se rendent compte qu'il y a des âmes qui sont données à Christ, il y a des gens qui ont été délivrés et nous rendons grâce au Seigneur pour ce qui a été fait. Oui, nous voulons d'abord, pour les années à venir, à chaque étape, nous faisons une innovation. Les innovations de l'année prochaine seraient que nous risquons, nous envisageons d'élargir notre champ d'action. Au lieu de se limiter à la localité de Poix, nous allons essayer d'élargir le champ d'action dans presque toute la sous-région et peut-être au niveau de la région, afin que les âmes soient touchées également dans les autres contrées. Poix relève de la région du Nazinon si l'on se réfère au découpage de l'Église des Assemblées de Dieu. À l'occasion donc de cette campagne d'évangélisation, les 45 églises et les 10 175 fidèles que compte cette région se sont tous mobilisés comme un seul homme pour cette œuvre à laquelle Christ nous appelle tous. Pour cette édition, ce sont 308 âmes qui ont confessé Jésus. D'abord, j'étais chauffeur. J'ai laissé ce travail-là pour dire que non, là, il faut que moi je cours même devant quelqu'un pour qu'il sache que s'il vient me poigner là, si c'est bien ce qu'il fait, eh bien,
c'est sa décision. Moi, ma décision là, je l'empêche de brûler le feu. Donc, je siffle et je cours, je vais vers lui. Il est environ 7h30 temps universel. Nous sommes à l'intersection de l'avenue Tansoba, route de Katriare, au carrefour dit de Katriare à Ouagadougou, au Burkina Faso. Bon nombre de citoyens vont à la recherche du pain quotidien. Le trafic routier bat donc son plein. Au beau milieu de ce tralala matinal, un homme au gants blancs, armé de son sifflet, indique les priorités de passage. Sieur Ousmane Sawadogo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est le responsable fondateur de l'association Faso One Village à Fauve, œuvrant avec de jeunes volontaires dans la régulation de la circulation routière et l'entretien de l'environnement. Nous essayons d'apporter un plus à ceux donc qui ne comprennent pas c'est-à-dire le code de la route. Vous allez voir quelqu'un qui veut tourner, aller vers sa gauche, il se met carrément à sa droite. Au moment où les gens décollent, c'est en ce moment lui il veut tourner. Or en ce moment c'est pas bon. On essaie de faire un temps soit peu pour au moins faire comprendre les gens comment on doit circuler. Présent sur les lieux il y a environ 5 ans de cela, l'homme indique qu'il n'a jamais existé de problème majeur entre les agents de la police et lui, outre quelques incompréhensions subvenues à l'entame de son activité. Sinon, entre moi et puis les policiers là, on s'entend. Pourquoi? C'est au départ là qu'il y avait l'incompréhension. Mais après, bon, c'est eux-mêmes qui m'appuient, ils me conseillent comment je dois travailler. Donc franchement, avec la police, quand ils sont là, même la police municipale, on travaille en équipe. Et comme c'est eux-mêmes mes supérieurs, donc quand ils sont là, c'est leurs instructions que moi je suis et je fais ça à la lettre. Je demande à ce que la police revienne. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont habitués à moi. Dès que mes gestes là, ça dit, ils ne veulent plus s'arrêter. Donc je souhaiterais que la police revienne à mon cas, même si c'est une semaine là, remettre un peu de l'ordre pour que les gens puissent savoir que réellement là, quand on dit là, c'est pas au moment où les policiers sont là qu'on doit respecter. Ousmane Sawadogo et ses jeunes volontaires reçoivent-ils une aide ou quelconque subvention de l'État? Non, répond l'homme. Cependant, il se réjouit du récépissé lui donnant la permission d'exercer librement ce métier qui s'avère être sa passion. Honnêtement dit, l'État ne me soutient pas, côté financement. Mais, ça veut dire qu'ils m'ont laissé, je travaille à l'heure actuellement parce que j'ai le récépissé qu'ils m'ont accordé. Et c'est avec ça que je m'exprime sur la circulation. Et c'est en ce moment que, bon, je peux dire sur ce côté, en tout cas, l'État m'a donné un plus. Mais ça ne me suffit pas, parce que comme je ne suis pas seul à travailler, c'est avec des jeunes. C'est-à-dire si on parle côté chômage, et si je vais regarder côté réguler la circulation, normalement, bon, je ne suis pas seul, c'est bien vrai, il y a d'autres associations qui font pareil, mais l'État devrait au moins nous supporter un peu, un temps soit peu, pour qu'on puisse arriver à faire ce que nous faisons sur la voie publique. C'est une passion ou une vocation, certes, cependant, comme toute œuvre humaine, les difficultés, il n'en manque pas. Tu vas arrêter quelqu'un qui est son bien et il s'énerve avec toi. Souvent aussi, il faut que tu le fasses avec. C'est-à-dire qu'il faut supporter ce que les gens font et pour ne pas tomber dans ce que lui, dans ses pièges, je peux dire. C'est-à-dire, si tu arrives à l'intercepter pour qu'il ne parte pas faire un accident, moi, c'est ce que je pourrais faire au lieu de laisser, il va aller faire un accident. D'abord pour lui et pour celui qu'il va courir. Mais les gens s'insultent beaucoup. C'est-à-dire, si, en tout cas, Dieu merci que parce que tout ce qu'on me dit, je ne réplique pas parce que je n'ai pas un intérêt. Moi, je suis venu pour faire comprendre, non pas pour venir montrer qui je suis. Alors, je suis quelqu'un qui veut que les gens acceptent. Parce que si j'ai pris beaucoup d'exemples, que ce soit au Ghana ou en Europe, là, vous allez voir qu'en ville, là, les gens se comprennent facilement. Et pour que nous, surtout ceux qui sont dans les engins à 2 roues, c'est eux le problème. Ça dit ils provoquent beaucoup et ils sont faibles. Pourquoi? Une moto et un véhicule, il y a une grande différence. Hein? Donc l'essentiel là devrait être que les gens puissent comprendre que quand je suis sur une moto, je dois faire. C'est bien vrai, il y a des gens qui sont dans les véhicules qui déconnent. Mais si on dit pourcentage là, ça ne dépasse pas une personne dans un véhicule qui déconne. Mais les engins là, tu vas aller jusqu'à 40-50% qui font des bêtises, je peux le dire. Hein? Et c'est dangereux pour une vie. Donc si vous voyez que souvent on a ces difficultés dans la circulation, là, c'est des gens qui ne veulent pas comprendre. Sinon s'ils acceptent là,
il n'y aura pas de problème. La circulation, c'est comme ça. On a mis une règle, le code de la route, tout le monde doit respecter. À un feu tricolore, tout le monde doit respecter. Pourquoi? Pourquoi l'autre s'arrête et toi tu ne s'arrêtes pas? Pourquoi? Il n'y a pas de président, ni de directeur, ni de maçon, ni de menuisier dans le feu rouge. Tout le monde est pareil qui doit respecter le code, le feu tricolore. Même s'il n'y a pas un feu, dès que tu es à l'approche d'une intersection, la moindre des choses que tu dois faire, ralentir et repartir à zéro. Tu vois, tu sauves même ta vie et tu sauves la vie des autres. D'une soixantaine de jeunes adhérents dans la période 2015-2016, la FOB fonctionne aujourd'hui avec un effectif de 49 jeunes. Des moyens financiers faisant parfois défaut, l'idée d'explorer d'autres cieux a pris le dessus, explique le responsable, pour justifier le départ de ces jeunes. Présent de 6h à 18h sur 6 carrefours de la ville de Ouagadougou, Ousmane Sawadogo et ses poulains roulent jusque-là sur don de bonne volonté. Il lance donc un appel à l'État, aux entreprises et à tout autre partenaire technique et financier pour un quelconque soutien. Cependant, le plus important cri de cœur est celui qui va à l'endroit des usagers des artères de Ouagadougou, du Burkina Faso et de l'Afrique tout entière. La route tue, il faut le rappeler. Cependant, le respect du code routier protège des accidents et préserve la vie.